Et papy, t'as deux problèmes, ton tas de ferraille et le fait que tu roules dessus mon chemin. Voilà comment ça a commencé. Pas de bonjour, pas de sirène, juste cette voix arrogante, crachée depuis le haut-parleur d'une voiture de patrouille, comme si ce vieux pick-up rouillé venait de menacer la sécurité nationale. Mais ce que ces deux flics ignoraient, c'est que l'homme derrière le volant, un certain André Morel, était à des années-lumière de ce qu'il avait l'air d'être. André, lui, n'a pas répondu tout de suite. Il a juste soufflé un de ces souffles lourds qu'on pousse quand on est fatigué. Pas de la route, mais du monde. Il a braqué le vieux Chevy de 1976 sur l'accotement, soulevant un petit nuage de poussière rouge dans la chaleur de fin d'après-midi du sud-ouest français. Un silence s'est installé, troublé uniquement par le souffle lent du vent sur les champs de tournesol à perte de vue. Ce devait être un voyage personnel, une sorte d'adieu. Mais visiblement, même ces moments les plus intimes devaient être interrompus par la stupidité en uniforme. Deux policiers sont sortis de la voiture. Le premier, massif, rougeau, boursouflé par l'orgueil, s'appelait brigadier Pascal Letellier. L'autre, un jeune à peine sorti de l'école de police, avait encore l'espoir coincé dans le regard. Adjoint Lucas Métral. Letellier s'est approché du camion d'André avec cette démarche que seuls les petits chefs utilisent. Main sur les hanches, menton levé, regard déjà convaincu qu'il allait humilier quelqu'un. « Permis, papy. Et les papiers du véhicule. Pas de bonjour, monsieur, pas de respect. Rien qu'un ton d'automate fatigué. » André a ouvert la boîte à gants doucement. L'odeur de tabac froid et de cuir usé s'est échappée comme un souvenir. Il a tendu ses papiers, tout était en règle, sauf l'adresse. Une petite maison à Argelès-sur-Mer, rien à voir avec les beaux quartiers de Toulouse, ni avec l'hôtel de région. Mais c'était voulu. Letellier a regardé les documents d'un air suspicieux. « André Morel, vous cherchez du travail dans le coin ou vous êtes juste perdu ?» André a répondu calmement « Je vais à Saint-Cyprien, il y a une cérémonie. » Le brigadier a pouffé. « Habillé comme ça, on dirait un mécano en cavale, pas un gars en deuil. » André portait un vieux jean délavé et une veste Carhartt fatiguée. Des vêtements simples, sans insigne, sans costume, sans cravate. Il ne disait rien, mais son regard, froid, direct, ancré dans quelque chose que Letellier ne comprenait pas. Et c'est ça qui l'a énervé. Il a pointé une fissure minuscule en bas du pare-brise, une trace vieille de plusieurs années, souvenir d'un gravillon pendant une balade en forêt avec son père. C'est une infraction, ça, risque de sécurité. Vous allez être verbalisé, à moins que vous ayez une bonne raison. Le message était clair, un ticket ou un petit arrangement. André restait silencieux. Mais Letellier, lui, ne savait pas s'arrêter. Il a jeté un œil vers le poignet d'André. Et là, il l'a vu. Une Omega Vintage, modèle Genève de 1965, bracelet en cuir patiné, cadran ivoire légèrement fissuré. Une montre d'une valeur sentimentale inestimable. Le dernier objet de son père, offert le jour de sa retraite. Letellier a plissé les yeux. « Belle montre, papy. Plutôt classe pour un gars dans une épave pareille. Volée, non ?» André a répondu sec. « C'était à mon père. »« Eh ben, ton père devait être quelqu'un d'important, hein ? Tu sais quoi, cette montre, elle irait bien à quelqu'un qui sait l'apprécier. Quelqu'un comme moi. » Et là, silence. Même les grillons se sont tus. Letellier venait littéralement de réclamer une montre comme une rançon pour le laisser partir. Ni plus ni moins. André aurait pu sortir sa carte, annoncer qu'il était le président du conseil régional d'Occitanie et que Letellier venait de racketter un élu de la République. Mais non. Il savait que ça n'aurait mené à rien, un blâme, une suspension, puis retour à la normale. Alors, il a laissé faire. Il a détaché la montre lentement, l'a tendue. « Si ça me permet de repartir… » Letellier l'a arraché comme un voleur. « Voilà, t'es un bon gars, allez, circule !» Mais avant de monter, André s'est retourné. « Avant de partir, pouvez-vous appeler le colonel Jean-Baptiste Delmas sur votre radio ?» Le nom a claqué comme une gifle. Delmas, le patron de la gendarmerie régionale. Letellier a haussé les sourcils. « Pourquoi j'appellerais le colonel ? T'es qui au juste ?» André a avancé d'un pas. Sa voix s'est faite plus grave. « Je m'appelle André Morel, et vous venez de voler un élu de la République. » Letellier a blêmi. Lucas Métral, lui, a figé. Puis, dans un élan qui sentait autant la panique que la morale, il a attrapé sa radio. Ici, unité 212, demande d'assistance immédiate, niveau urgence 1. Présence de Monsieur Morel, président du conseil régional. 15 minutes plus tard, le calme de la route a explosé. Deux voitures noires,
un hélicoptère qui descend dans le champ voisin, et au milieu, une silhouette rigide en uniforme impeccable. Le colonel Delmas lui-même. Il a traversé la route sans dire un mot, salué André, avec une fermeté digne d'un chef d'état-major. « Tout va bien, monsieur le président ? Je vais bien. Mais votre brigade, elle, est malade. » Delmas s'est tourné vers le tellier. Son visage était livide, tendu, prêt à exploser. « Brigadier ? Vous savez ce que vous venez de faire? Vous avez sali l'uniforme. Vous avez bafoué votre serment. Vous êtes une honte. » Le tellier balbutiait, parlait de la chaleur, du stress. Mais c'était trop tard. André l'a regardé dans les yeux. La chaleur n'explique pas le vol. Elle ne fait que révéler ce que vous cachez. Vous n'êtes pas un flic paumé. Vous êtes un criminel en uniforme. Il s'est tourné vers Delmas. « Je veux une enquête complète. Je veux savoir combien d'autres montres, combien d'autres billets ce type a extorqué. Je veux chaque caillou retourné. Le tellier a été menotté, embarqué, sans dire un mot. » Et quand le silence est revenu, André s'est tourné vers Lucas Métral, toujours planté sur place, honteux. « Levez la tête, adjoint. Vous avez eu peur, mais au moment crucial, vous avez fait le bon choix. » Lucas a levé les yeux, les larmes au bord des cils. « Merci, monsieur. Je ne recommencerai pas cette erreur. » Delmas a juré de le former personnellement. Et André a regagné son camion. Avant de partir, le colonel lui a tendu la montre, propre, posée dans un mouchoir blanc. Il l'a remise à son poignet. Et il a redémarré. Le moteur a grondé comme un vieux lion. Il a roulé droit vers l'horizon, le soleil couchant illuminant son visage. Ce jour-là, il n'était pas un élu. Il était un fils, un frère d'armes, un homme qui avait tenu parole. Parce que la vraie bataille, celle qui compte, elle ne se joue pas dans des bureaux climatisés ou des hémicycles. Elle se joue sur les routes poussiéreuses, dans les regards croisés entre pouvoir et conscience. Et ce jour-là, la conscience avait gagné. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous aviez été à la place de Lucas, auriez-vous agi? Est-ce que le silence, c'est être complice? Et que vaut un uniforme si celui qui le porte trahit ceux qu'il doit protéger? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Justice ou vengeance? Faiblesse ou courage? Vous avez la parole.